Nous avons passé plusieurs jours sur les traces du castor et de la faune mystérieuse qui borde la Loire. En se baladant sur les bancs de sable, on a rencontré beaucoup d'espèces. Le petit gravelot en fait partie. Il mesure 17 cm et a une envergure de 42 à 48 cm. On peut facilement le reconnaître grâce à son bec noir et à son cercle oculaire jaune vif. En regardant vers la Loire, on peut entendre des claquements sur l'eau. Il s'agit parfois du mulet, un poisson vif et rapide. Il peut mesurer jusqu'à 70 cm. Il se nourrit souvent d'algues et de plancton, parfois de petits alevins malgré sa petite bouche, mais cela reste rare. Le castor est le plus gros rongeur d'Europe. Il mesure jusqu'à 1,30 m pour un poids moyen de 30 kg. En longeant les rives de la Loire, après avoir vu le petit gravelot et entendu le mulet chasser, et d'être passé à côté de plein de traces laissées par le castor, nous tombons sur son terrier. Le terrier est constitué d'un amas de branchages qu'il a pris le temps de découper et de superposer. L'entrée est toujours immergée. La maturité sexuelle chez la femelle est de 2 ans et pour le mâle elle est de 3 ans. Le rut a lieu de janvier à mars, la gestation dure ensuite 107 jours et le sevrage a lieu 6 à 8 semaines après la mise bas. Igor est fier de nous montrer la hutte de l'un de ses compagnons de route. La femelle met bas de 2 à 3 castorins. Ils naissent dans la hutte à la fin du printemps. Ils quittent le gîte familial lors du second hiver. Après avoir passé une après-midi à traquer les traces du castor, une pause déjeuner s'impose. Une fois avoir fini de dîner, nous partons à l'affût, pour essayer d'observer le castor qui a plutôt pour habitude de sortir au crépuscule. Nous nous installons sur un banc de sable avec une vue sur la hutte. Le temps passe et aucun mouvement. Pour l'instant, on est bredouille. On va essayer de longer la clairière, s'approcher un peu. La nuit tombe et toujours pas de castor. Nous décidons de rentrer et de revenir demain. Pour cette première journée entière sur place, nous partons sur l'île de Gênes. Très vite, les indices qui indiquent la présence du castor se font très présents. Ce
Celui-ci se nourrit principalement d'espèces ligneuses comme le saule, le peuplier, l'orme. Il a un comportement unique puisqu'il abat les arbres pour consommer le tronc, directement sur place ou sur des placettes appelées réfectoires, situées sur des hauts fonds ou sur le rivage. Suivant la saison, il peut se nourrir aussi de feuilles, d'herbacées ou encore de fruits. Nous poursuivons notre balade avec la découverte d'un insecte typique des bords de Loire. L'opie bleue. Les mâles sont très faciles à repérer dans la végétation grâce à leur couleur bleue. Les femelles, au contraire, sont beaucoup plus discrètes à cause de leur couleur brune. Ce petit scarabée, à la couleur très vive, a été utilisé dans la bijouterie tellement sa carapace paraît précieuse. Peu après manger, un arbre d'étard mort retient notre attention. Des petites biches s'empressent de trouver une cachette avant la rudesse des températures de l'après-midi. Un autre insecte, tout aussi joli que mythique, est actif sur ce tronc. La rosalie des Alpes, longicorne protégée et rare dans le Maine-et-Loire, est présent en nombre. 5 individus sur cette même souche. Un mâle, reconnaissable à ses grandes antennes, s'empresse de séduire des femelles pour se reproduire. L'accouplement dure quelques heures, puis la femelle pond dans les infractuosités du tronc. En soirée, nous retournons autour de la hutte, tentés de voir le castor. Nous installons cette fois-ci notre affût sur la rive boisée. La luminosité baisse, rien ne bouge. Seul un martin-pêcheur vient tuer notre attente. Soudain, de nombreux bruits suspects retiennent notre attention. Une tête sort de l'eau. C'est lui. L'instant est bref, mais riche en émotions. On différencie le castor du ragondin facilement lorsqu'il nage. Le ragondin laisse sortir de l'eau sa tête ainsi que son dos. Le castor, lui, ne laisse que la tête. Nous quittons Gênes pour se diriger vers Chalonnes-sur-Loire. Pendant nos balades, nous avons croisé beaucoup de papillons, le flambé en fait partie. C'est l'un des plus grands papillons diurnes d'Europe. On le retrouve en vallée de la Loire, principalement sur les coteaux, les jardins, les vergers et les lisières. La chenille se développe sur plusieurs espèces, dont le prunelier et l'aubépine. Le papillon vole en 2 générations, de mars à septembre.
Sur les bancs de sable, il n'est pas rare de voir des libellules chassées. On reconnaît facilement la famille des libellules vraies grâce à leurs yeux écartés. Le gonfle à pince possède sur le dessus de son abdomen des taches jaunes alternées avec des marques noires. La pince qu'il a à l'arrière de son abdomen, qui fait penser à une pince à sucre, lui sert lors de la reproduction à pincer la tête de la femelle. Le castor coupe essentiellement des branches ou des arbres de 3 à 8 cm de diamètre. Les abattages des arbres de gros diamètre sont plus rares. Il peut parfois faire des dégâts dans des peupleraies, comme ici, où il a abattu des dizaines d'arbres. Ce n'est pas un hasard s'il s'attaque à ces arbres, car lors de la plantation de ces peupliers, tous les arbres bordant la Loire ont été supprimés. Ne trouvant plus de ressources d'alimentation sur les berges, le castor a vu dans cette peuplerée une ressource d'alimentation de substitution. Sa façon d'abattre les arbres est unique, il les ronge petit à petit en forme de crayon. Les abattages peuvent durer plusieurs jours. Une fois l'arbre abattu, la souche de l'arbre reste en place. On peut distinguer alors très bien les traces laissées par ses dents. Le castor ne s'éloigne jamais loin des berges, souvent il va jusqu'à 20 à 30 cm des berges. La plupart du temps, les arbres repoussent. Le castor recoupera parfois les repousses quelques années après l'avoir abattu. Le castor sélectionne les arbres qu'il coupe. Il ne va jamais couper tous les arbres présents sur une berge. C'est notre dernière journée sur le bord de la Loire. Parlons un peu des colonies de sternes rencontrées chaque jour. Ici, deux espèces niches, la sterne pierre-garin et la sterne naine. Ces oiseaux sont de très bons pêcheurs. Ils prennent de la hauteur et piquent comme de véritables harpons sur les poissons. Dans l'eau, des gastéropodes aquatiques sont présents en nombre. Il s'agit de la paludine d'Europe. Comme certains escargots marins, et à la différence des limnés, cette espèce possède une opercule la protégeant de la déshydratation. Le mâle se distingue de la femelle par un tentacule droit qui fait aussi office de pénis lors de la fécondation. L'espèce est orovivipare. Sur les bancs de sable, il n'est pas rare de sentir une forte odeur, celle du castornum, un liquide émis par les glandes anales du castor, jouant un rôle dans la communication olfactive. Les excréments s'appellent des fesses. Longtemps chassé pour sa fourrure, le castor d'Eurasie avait presque disparu. Sa protection lui a permis de reconquérir de nombreux fleuves et rivières. Il reste menacé en raison du manque de diversité génétique. Avant de rentrer, nous nous arrêtons à la carrière de Montjean pour observer le mythique faucon pèlerin.